Bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture ici à la porte de Versailles. Alors quand on parle d'agriculture, on parle d'agriculture bio, d'agriculture conventionnelle. Et j'ai l'impression qu'entre agriculture bio et agriculture conventionnelle, c'est un petit peu comme, vous savez, le petit poisson et le petit oiseau de la chanson de Juliette Gréco. Ils s'aimaient d'amour tendre, mais comment s'y prendre pour faire en sorte que les gens se parlent, que les gens travaillent ensemble? Parce que pendant longtemps, bio et conventionnel ont été inconciliables, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des convergences en matière de recherche, convergences en matière d'excellence, et c'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente à l'instant. Pierre Pagès, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes président d'Euralis, un coopératif de Pau qui fait vous êtes présent dans de très nombreux secteurs, et vous êtes également vice-président du groupement national interprofessionnel des semences. Absolument. Yves Le Morvan, bonjour. Alors vous avez été directeur de Coop de France, aujourd'hui oui. Vous êtes responsable filière et produits chez Agridé, donc votre fonction est d'avoir un coup d'avance et de réfléchir à ce que sera l'avenir du monde agricole et de l'agroalimentaire également. Et je voudrais qu'on commence par ce que je disais à l'instant, est-ce que ces filières bio, conventionnelles, sont irrémédiablement inconciliables, Pierre Pagès? Alors, inconciliable, absolument pas. On a le GNIS, on attend le GNIS, la filière semences, essentiellement sur l'agriculture conventionnelle. On a il y a déjà longtemps compris au GNIS qu'on devait aussi accompagner toutes les agricultures et notamment l'agriculture biologique qui connaît un fort développement, mais avec aujourd'hui une incapacité de répondre déjà aux besoins actuels en termes de semences et forcément un développement important accompagné. Donc une réflexion qui s'est posée assez tôt pour voir quels moyens on était capable de mettre en œuvre pour accompagner ce développement. Alors concrètement, aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors concrètement, on a d'abord mis en place une commission, un groupe de travail bio au sein du GNIS pour essayer de comprendre les évolutions du marché, les besoins du marché. Et on a été très directement interpellé par les états généraux de l'alimentation, puisque dans le plan filière que la filière semences a écrit, on a un volet dédié à l'agriculture biologique qui est important, un volet volontariste, puisque on a écrit qu'on souhaitait approvisionner le marché du bio à horizon 2025 avec tout le développement qu'il va y avoir à 100% à partir de semences qui sont issues de l'agriculture biologique. Alors, Yves Le Morvan, je disais irréconciliable, donc on le voit avec ce que disait Pierre Pagès à l'instant, pas si irréconciliable que ça, mais quand même on revient de loin. Hein. Oui, on revient de loin, mais aujourd'hui la bio, ça n'est plus seulement une niche si on parle de relation avec le consommateur. Parce que ce qui est important, c'est ça, c'est la relation avec le consommateur. Et fin d'année dernière, le marché de la bio sur le plan alimentaire, c'est environ 9 milliards d'euros. Donc ça fait du bruit désormais. Il y a un vrai boom de la bio. Donc de ce fait-là, on peut dire qu'entre les agricultures conventionnelles, parce qu'il y en a de nombreuses agricultures conventionnelles, elles sont plurielles, et l'agriculture bio, il y a un avenir commun. C'est vraiment ça qui les caractérise, avec des trajectoires qui peuvent être un peu différentes, y compris au niveau de la recherche et l'innovation, mais un avenir commun. Beaucoup plus que des oppositions un peu historiques et stériles. Alors, sur ce que représente par exemple pour les professionnels des semences aujourd'hui, les semences bio, ça représente quel pourcentage du business ? Alors ça reste un pourcentage qui est limité, mais qui est en fort développement. La croissance, on la connaît, c'est une croissance à 2 chiffres, on a des objectifs qui sont très volontaristes, donc on a besoin d'assurer ce développement, à la fois de la production de semences, mais aussi de la création arriver à mettre à disposition de ce marché de l'agriculture biologique des variétés qui sont adaptées. Donc il y a tout ce travail qu'il faut qu'on arrive à faire pour identifier ces variétés-là et qui bien souvent viennent de l'agriculture conventionnelle et de la sélection conventionnelle où on va aller rechercher les critères qui sont adaptés, spécifiquement adaptés à l'agriculture biologique en plus des critères initiaux que ces variétés ont. Alors quand on parle de semences bio, il y a un débat qui est vieux comme le monde et qui revient régulièrement dans la presse, notamment dans la presse spécialisée, y compris dans la presse grand public. C'est ces semences fermières qu'on voudrait opposer, qui seraient parées de toutes les vertus face aux autres qui viendraient des entreprises comme celles que vous représentez. Mais je crois que c'est pas tant le modèle de production de semences et le type de semences qui va être adapté plus ou à l'un qu'à l'autre. Elles sont adaptées aux deux modes de production. C'est quel type de variété on veut arriver à proposer à l'agriculture biologique pour assurer son développement. Et en définitive, on se rend compte que les critères qu'on va essayer de mettre en avant, ils ne sont pas très différents de ce que l'agriculture conventionnelle a besoin. On parle de quoi? On parle d'adaptation à du climat, à des conditions agronomiques, de résistance à des ravageurs. En fait,
on a d'une certaine manière les mêmes notions. Bien sûr le rendement, mais aussi toutes ces notions d'adaptation au milieu, des notions de qualité qui sont aussi les mêmes pour l'agriculture biologique que pour l'agriculture conventionnelle. Yves Le Morvan, on a l'impression finalement que le bio a dans une certaine mesure tiré un peu tout le monde vers le haut parce que peut-être avant les autres, ils se sont posé des questions sur les produits chimiques qu'on mettait dans les champs, dans les prés, que sais-je encore, et que finalement ça profite à tout le monde, cette prise de conscience. Oui, c'est vrai que si on essaie de synthétiser l'image de la bio auprès du consommateur, c'est la fourche et la fourchette en permanence. Il y a deux mots qui viennent en tête, c'est de la part du consommateur. D'abord, c'est la confiance. Et il y a tellement de parties de l'agriculture qui recherchent la confiance du consommateur que là, c'est un acquis à toujours solidifier, bien sûr, parce qu'il y a toujours des contradictions. Et puis, en grande partie, même si ce n'est pas systématique, une construction de valeur. Confiance pour valeur, donc le reste de l'agriculture, les agriculteurs ont besoin d'atteindre ces objectifs-là. Donc en ce sens-là, la bio, les filières bio ont tiré vers d'autres formes de réflexion, ont élargi les réflexions de l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, mais encore une fois, c'est vraiment rétrécir les choses que de la présenter de cette façon-là. Après, sur la recherche, par exemple, si on prend le blé tendre, la céréale principale en France, il y a effectivement, comme le dit Pierre... Le blé tendre, il faut rappeler à nos amis téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes qu'on en fait. Alors, le blé tendre en France, c'est 5 millions d'hectares. Et on l'utilise dans quel... C'est le blé qui sert à faire la farine. Alors, si on prend un mot qui est un peu ancien, mais qui est toujours un mot courant d'aujourd'hui, on peut appeler ça le froment. Voilà. Donc le blé tendre, effectivement, c'est le froment, c'est ce qui sert notamment à tous les produits de panification, pain, gâteaux et autres choses. Bon, par opposition au blé dur pour faire des pâtes alimentaires. Si on prend le blé tendre, il y a effectivement deux sujets sur lesquels on doit travailler en bio, mais aussi dans les autres formes d'agriculture. Ce sont d'abord les sujets agronomiques et notamment les résistances, puisque la bio, dans son mode de production, n'utilise pas la chimie de synthèse, donc il faut qu'il y ait des semences qui permettent de sortir une plante qui se bat avec efficacité contre des différents types d'agresseurs. Et puis il y a aussi des recherches en matière d'utilisation, notamment la teneur en protéines, puisque là aussi, pas de chimie de synthèse, pas d'engrais de synthèse, donc il faut que les blés tendres aient un niveau suffisant en teneur en protéines pour faire des pains consistants. Voilà. Et donc ça coûte de l'argent, les travaux de recherche pour les entreprises, mais aussi pour les pouvoirs publics, je suppose, qui vous accompagnent. Oui, ça coûte de l'argent, mais on a plusieurs origines possibles pour arriver à identifier des variétés adaptées à l'agriculture biologique. La voie idéale est de mettre en place des schémas de sélection dédiés, mais comme on vient de dire, de toute manière, les objectifs restent quand même pas très différents de la sélection conventionnelle en termes je le disais, adaptation au milieu, rendement. Donc on doit... Au-delà de mettre en place des schémas de sélection spécifiques, on doit se donner la capacité d'aller détecter aussi dans les variétés conventionnelles celles qui sont adaptées à l'agriculture biologique. Et c'est un des enjeux forts qu'on porte nous au GNIS, notamment à travers le plan filière. Le deuxième élément, c'est pour pouvoir mettre sur le marché une variété de semences, il faut qu'elle rentre dans le catalogue avec un certain nombre de critères et de barrières d'entrée. On exclut des variétés aujourd'hui sur des notions qui sont, alors là pour le coup, très issues de l'agriculture conventionnelle, des notions de rendement et de performance comparées par rapport à d'autres variétés. Les variétés qu'on va exclure, il faut qu'on se donne la capacité d'aller regarder si effectivement elles sont peut-être moins adaptées à l'agriculture conventionnelle, mais elles ont peut-être des intérêts pour l'agriculture biologique et ne pas les exclure a priori, se donner la capacité de récupérer ces variétés-là pour les remettre à la disposition des agriculteurs en agriculture biologique. Et par exemple, est-ce qu'il existe des semences qui étaient plutôt utilisées dans l'agriculture biologique qu'on va retrouver maintenant dans l'agriculture conventionnelle ? Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour arriver dans ces démarches-là, mais quand on parle maintenant non pas seulement du critère de rendement sur la définition et la caractérisation d'une variété, mais aussi d'adaptation au milieu, de résistance à des ravageurs, on peut très bien imaginer qu'une variété adaptée à l'agriculture biologique trouve son intérêt aussi en agriculture conventionnelle dans un contexte bien particulier. Oui, les parois ne sont pas étanches. C'est-à-dire que la donne est les cartes sont en train d'être totalement redistribuées. Bien sûr, les cartes sont en train d'être redistribuées parce que les attentes en termes de production sont en train de se redistribuer aussi pour l'agriculture conventionnelle. C'est ce que disait Yves. On est en train de converger vers moins de phytosanitaires, plus de solutions d'adaptation. Et de ce point de vue-là, les orientations de recherche sont les mêmes pour les deux secteurs de production. Mais Yves Le Morvan, ça va être quand même une vraie problématique pour les agriculteurs et aussi, on va en parler pour les politiques, les décideurs, parce que
on entend bien le message, oui d'accord, on va faire des semences plus résistantes, on va peut-être faire des choses qui nécessitent moins d'intervention de produits de synthèse, mais quand même il en faudra encore un peu. Donc c'est pas gagné-gagné le 100% bio. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un double mouvement, hein. Il y a le premier mouvement qui est dans la sélection de variétés de céréales conventionnelles, de regarder par tri ce qui pourrait être vraiment adapté à une production AB. Donc il y a effectivement cette trajectoire-là qui est intéressante, mais elle est vraiment très intéressante. Par exemple, quand on essaie de voir si une nouvelle variété conventionnelle sera intéressante et pourrait être inscrite, on fait des essais, par exemple, sans fongicide ou avec fongicide, donc sans produits de synthèse. Donc déjà sur une variété conventionnelle. Donc à partir de là, on peut repérer déjà des aspects qui seront intéressants pour le mode de production bio. Mais effectivement, ça ne suffit pas, hein. Donc il faut aussi un autre regard, le regard inverse, et c'est là que les deux trajectoires doivent se rejoindre, c'est de regarder les variétés prises dans des conditions pédoclimatiques particulières, adaptées au monde bio particulier, les développer. Je vous donne deux exemples, par exemple, de ce que demandent aujourd'hui des producteurs de blé, si je reste sur le blé, en mode AB. C'est d'avoir des tiges un peu plus hautes, de telle façon que s'il y a maladie, ça progresse plus lentement, pour parler de façon caricaturale. Je croyais que c'était plus facile pour passer avec la moissonneuse-batteuse. Non, c'est pas pour ça. Donc un peu plus haut, alors que quand vous regardez des champs aujourd'hui conventionnels, c'est remarquablement homogène et tout, et c'est complètement plat visuellement. Et puis l'autre, c'est d'avoir plus de feuilles, d'être plus couvrant, de telle façon que les adventices, les plantes concurrentes soient étouffées. Donc la bio, dès le début, a besoin de ça. Ça, c'est le regard bio dans une production qui peut être très locale et voir si elle peut être adaptée ensuite sur un mode plus général. C'est l'autre regard. Et tout ça, en matière de recherche, qui fait quoi en ce moment? Qui travaille sur la recherche? Aujourd'hui, les premiers qui travaillent sur la recherche sont les obtenteurs qu'on connaît aussi en recherche conventionnelle pour l'agriculture conventionnelle. Parce que la première source d'approvisionnement en variétés adaptées à l'agriculture biologique, c'est les variétés conventionnelles qui sont adaptées à cette production. Il commence à y avoir des schémas de sélection alternatifs qui se montent, soit à travers la recherche publique, je pense que l'INRA reste pas inactif sur ces sujets-là, soit sur des filières très très spécifiques qui ont lancé des programmes de recherche pour répondre à leurs besoins particuliers. Mais le gros de la recherche aujourd'hui reste dans la recherche conventionnelle. Et on l'a vu, on en a parlé ces derniers jours sur ce plateau, le secteur des semences est un secteur qui compte pour l'économie française. On est aussi les premiers exportateurs, vous êtes les premiers exportateurs mondiaux de semences. Est-ce que ça peut être de nature à conforter vos positions exportatrices, parce qu'on sait que la France est certes demandeuse de semences bio, mais d'autres pays européens peuvent avoir envie de vous soutenir et de vous suivre? Alors aujourd'hui, je le disais, les entreprises semencières sont les mêmes qu'on soit globalement sur l'agriculture conventionnelle ou sur l'agriculture biologique en termes d'obtention. En revanche, la production, on est déficitaire en France en termes de production de semences. Donc on a aussi un enjeu devant nous à reconquérir notre propre marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'importations sur des semences de grande culture, mais aussi en semences potagères, et on a cet enjeu devant nous d'accompagner le développement de l'agriculture aussi sur de la production française. Et alors comment ça se passe là? Vous allez enlever votre casquette de vice-président du CNIS et remettre votre casquette de président d'Euralis dans la région de Pau. Quand vous commencez à dire on fait des semences bio, on va envisager les semences bio, les agriculteurs traditionnels qui font de l'agriculture conventionnelle, ils ne vous regardent pas encore en disant attendez, vous êtes gentils, mais nous on a l'habitude pour le maïs de faire de telle façon, de telle façon. Ce truc-là, ça ne nous apporte pas forcément des garanties de production, de rendement, etc. Donc ça ne nous intéresse pas. On a la nécessité d'accompagner tous les agriculteurs sur notre territoire. Donc c'est les agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle, mais c'est aussi les agriculteurs en agriculture biologique. Donc on a mis en place les structures dans la coopérative pour pouvoir les accompagner. La coopérative fait partie d'une union régionale qui s'appelle Agribio Union, qui est un des premiers opérateurs en France en céréales et grandes cultures bio. Pour ouvrir des accès au marché, et on est en train de structurer tout l'accompagnement des agriculteurs pour aussi favoriser le développement et accompagner le développement de l'agriculture biologique. Une coopérative comme Euralis, elle doit accompagner tous les agriculteurs sur son territoire, quel que soit leur choix en matière de mode de production. Et alors comment ça va se passer au niveau du législateur, Yves Le Morvan? Parce que c'est vrai que tout ça n'est pas encore très très clair.
Oui, c'est pas clair. Tant en France qu'en Europe d'ailleurs. Voilà, je souligne quand même un point que Pierre vient d'indiquer, qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas autonome en matière de production céréalière bio. On importe du blé, du maïs bio d'autres régions du monde. C'est quand même un peu perturbant par rapport à ce que représente la France céréalière. Oui, parce que là, après, le bilan carbone, il n'est pas terrible, quoi. Alors, le bilan carbone n'est pas terrible, ça ne correspond pas à notre potentiel quand même. Donc on doit l'exprimer en conventionnel, on doit l'exprimer en bio, bien sûr. Et un jour, on doit exporter des céréales bio. Alors après, en ce qui concerne la partie législative et réglementaire, il y a un nouveau règlement bio qui a été sorti, qui est sorti au mois de mai 2018, qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2021. Donc il y a encore un laps de temps. Ça a été un accouchement qui a duré 3 ans, donc plus que les éléphants, hein, ça a été très très long, parce que la vision de la bio entre pays du Nord, du Sud ou du centre de l'Europe peut être assez différente, notamment pour des raisons climatiques. Mais aujourd'hui, il y a un règlement, c'est un socle, et c'est vrai qu'en ce qui concerne le semence, il y a une ouverture par rapport aux semences bio. C'est un adjectif, c'est hétérogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour caractériser des semences, il y a les fameuses 3 lettres D, H, S, et le H, c'est l'homogène, homogénéité. C'est une particularité, une force de la bio. C'est vrai que le règlement qui va se mettre en application à partir de 2021, en ce qui concerne le végétal, les semences bio, ouvre une porte sur un potentiel hétérogène qu'on doit cadrer en commun entre les filières bio, les filières conventionnelles et une filière semencière qui est très très bien structurée, de telle façon qu'on arrive à faire rejoindre les 2 trajectoires qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que qui dit hétérogène dit une porte ouverte sur un monde qui aujourd'hui est un monde encore un petit peu inconnu. C'est-à-dire que aujourd'hui, le règlement laisse la possibilité, ouvre la possibilité, qui n'est pas encore cadrée, qui sera cadrée notamment au niveau national, de développer et de commercialiser ensuite des variétés de céréales bio dont les caractéristiques sont hétérogènes. Donc avec une possibilité d'évolution, si je caricature. Donc c'est une très grande innovation qui doit être travaillée en commun à l'intérieur de l'interprofession, parce que autant c'est une porte qui peut être ouverte positive, autant évidemment, notamment sur les aspects sanitaires, il faut être absolument certain que la porte qu'on ouvre continue à caractériser une semence dans laquelle on a toujours confiance. Alors, Pierre Pagès, en conclusion, on le voit bien, hein, le chronomètre est lancé aujourd'hui, il y a tous les objectifs de changement climatique, d'adaptation aux attentes sociétales des consommateurs. La balle est dans votre camp et il va falloir aller très vite. Oui, il va falloir aller très vite, donc tous les moyens sont mis en œuvre pour favoriser cet accès aux semences issues de l'agriculture biologique. Et donc on a mis un certain nombre d'outils, mais on ne peut pas faire ça seul, le GNIS. Donc c'est de la mise en réseau qu'il faut qu'on fasse avec des instituts techniques et qui peuvent nous aider à aller plus vite sur ce travail-là. Donc au premier chef, l'ITAB, qui est l'Institut technique de l'agriculture biologique, mais pas seulement. Quand on regarde filière par filière, Arvalis pour les céréales et les fourrages, Terrinovia sur les oléagineux, le CTIFL sur les fruits et légumes, doivent nous aider. On doit être capable de mettre tous ces gens-là en réseau pour être plus efficace et apporter des réponses plus vite. Et ça va se faire, la mise en réseau? La mise en réseau, on y travaille. C'est pour objectif 2019-2020. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. J'espère que nous vous aurons donné plus d'informations sur les liens, parfois compliqués, mais maintenant on le voit plus simple, entre agriculture conventionnelle et agriculture bio. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Village Semences. Et n'oubliez pas que cultiver votre jardin, c'est cultiver du bonheur. À bientôt.